Bonjour à toutes et à tous, le point de départ du projet que l'on va visiter aujourd'hui, c'est un terrain bien particulier. Vous le voyez, on est ici au sommet d'une colline. Un jour, ce terrain a été divisé en plusieurs parcelles et il a fallu tenir compte de la déclivité du terrain, mais aussi des courbes de niveau pour implanter, ou plutôt ancrer, cette habitation que l'on va découvrir pendant toute cette émission. Des bureaux, des lofts luxueux, des cotes étudiants, à Anvers, cette ancienne raffinerie de sucre a été réhabilitée en un lieu de vie très réussi. Les cabanes sont romantiques, bucoliques ou franchement comiques. L'important, c'est de garder son âme d'enfant. Entre jardin et maison, la piscine devient le centre de toutes les attentions. Petit tour d'horizon des tendances de la saison. Un rayon de soleil, Robert et Sarah bricolent à l'extérieur. Ils fabriquent un abri à bois, esthétique et super pratique. C'est vrai qu'ici, on se rend bien compte de la déclivité du terrain, mais aussi des strates de niveau. Et cette maison, vous l'avez vraiment enfoncée, accrochée à la colline? Oui, c'est ça. Donc on l'a vraiment enchâssé dans le terrain pour respecter ce talus et suivre les courbes de niveau qui sont comme ça en arc de cercle. Et l'idée, c'est vraiment d'avoir les annexes qui se mettent en arc et qui s'appuient sur le terrain. Alors, quand les propriétaires sont venus vous voir, ils vous ont dit « J'ai trouvé une colline, elle est à vendre, est-ce qu'on peut en faire quelque chose ?» Ben oui, on peut faire quelque chose de ce genre de terrain difficile qui est donc moins cher aussi à la base, en tout cas à l'achat. Ah, toujours. Donc on a vu le terrain et on s'est dit, j'ai dit, il faut acheter. Il faut acheter parce qu'on a une vue magnifique, on a une super orientation. Et dans les terrains en déclivité comme ça, on fait toujours des architectures plus intéressantes. Venez avec moi, car quand on rentre dans l'habitation, on pénètre tout d'abord dans ce hall très lumineux. On accède aux chambres d'enfants qui sont situées à l'étage et qui contrastent finalement avec l'ambiance intérieure de vos pièces de vie qui sont assez décorées. C'était votre souhait. Oui, voilà. On voulait en fait contraster un petit peu entre l'aspect extérieur de la maison, assez austère, avec des lignes verticales, des meurtrières comme ceci, avec un aspect beaucoup plus, je veux dire, décoré, travaillé, pour l'intérieur où on a rajouté du bois, on voulait rajouter des tissus, on voulait rajouter des bibelots, des bougies, pour avoir cet aspect un peu cocon, cet aspect chaleureux dans la maison, avec une grande pièce de vie unique où voilà, on mange, on regarde la TV, on se met dans le salon, on fait des devoirs en même temps avec les enfants. Et donc on voulait tous participer à cette pièce de vie où on la voulait vraiment très chaude et très chaleureuse. Et puis il y a cet élément qui est très important, c'est bien entendu cette baie vitrée avec la vue sur la colline située en face. Ça fait partie de l'architecture, ça fait aussi partie du plaisir de vivre dans cette maison. Voilà, on voulait tout autant contraster avec l'aspect cocooning de la maison où on est bien dans le salon, dans la salle à manger. Et on voulait aussi profiter de toute la luminosité que peut apporter la lumière directe. Et donc on a mis des fenêtres presque à outrance pour que partout où on se trouve dans la maison, on ait accès à cette lumière directe. Born again, born again. One day I know I feel strong again. Lift my head. À l'étage aujourd'hui, on va retrouver cette partie, ce bureau bibliothèque avec vue directe et communication directe vers les pièces de vie. Et puis les deux chambres d'enfants avec des atmosphères, vous allez le voir, bien différentes. On ira faire un petit tour dans les chambres d'enfants dans quelques minutes. Mais avant cela, je vous emmène dans une ancienne sucrerie transformée aujourd'hui en lieu de vie. Nous voici à Anvers, dans l'arrière-cour de l'une de ces jolies manufactures qui fleurissaient autrefois tout près du centre-ville. Construit en 1908, le bâtiment abritait une raffinerie alimentaire, le comptoir sucrier, acquis en 2010 par les architectes Nicolas et Karl Verdict. Spécialistes de la réaffectation de bâtiments industriels, ils veulent dès le départ créer un lieu qui associe bureaux et logements. Nous avons donc rénové étape par étape, suivant un plan de développement très précis. Nous sommes ici dans le bureau d'architecte, réalisé après les 4 lofts, le tout autour de la cour intérieure. La convivialité, voilà l'une des vertus de l'habitat groupé. On peut y partager des espaces à fonction commune, comme la terrasse de la cour intérieure, accessible par tous les habitants, ou le sacro-saint garage à vélo. L'atmosphère qui règne entre les personnes qui travaillent et qui vivent ici est vraiment très bonne.
Je décrirais ça comme un petit village dans la ville. Tout le monde se connaît, certains achètent même des petits pains pour tous les voisins le dimanche matin et on leur rend l'appareil le lundi en achetant le journal. Accrochés au mur, de grandes photos témoignent de l'état des lieux il y a 3 ans à peine. Les murs sont encore imprégnés de sucre et certains jours il flotte une subtile odeur de cassonade. Mais les frères sont heureux de leur choix. D'ailleurs, Nico habite l'un des 4 lofts. Nous avons réaffecté les petites pièces qui servaient de grenier pour en faire des chambres d'enfants. C'est là que la raffinerie stockait ses archives. L'atmosphère vient de la forme du toit. La pente très inclinée donne un sentiment de sécurité et procure des recoins qui plaisent beaucoup aux enfants. Les lieux servent aussi de carte de visite. Les 2 frères y démontrent leur goût pour la durabilité. Ajouter le moins possible, recycler le plus possible. On garde la structure, on isole les murs de l'intérieur et on exploite la plus-value des matériaux bruts, comme ces magnifiques colonnes en fonte. Dans cet environnement industriel, l'espace et la lumière, les aménagements de mobilier aux couleurs claires ont donné une atmosphère douce, conviviale et pleine de vie. Et c'est dans les crêpes des enfants que le souvenir du sucre autrefois fabriqué ici perdure encore. Retour dans le jardin où l'on sent bien ces 2 éléments d'architecture, la partie habitation et puis cette extension qui a été ajoutée, extension dans laquelle on retrouve aujourd'hui ce que l'on pourrait appeler la suite parentale. Eh ben, on va la découvrir cette suite. Et cette chambre, Nancy, vous la vouliez quoi? Intime, assez chaleureuse, j'ai l'impression. Oui, tout à fait. On voulait que ce soit plutôt cosy. On a cette partie avec la chambre, le dressing et la salle de bain des parents. Un certain classicisme aussi. Oui, on est plutôt dans le classique qui contraste avec plutôt le contemporain de l'extérieur de la maison. Et on voulait un intérieur un peu plus chaud. Alors c'est vrai qu'on retrouve l'élément bois, par exemple ici dans ce dressing avec ces anciens volets. Vous travaillez beaucoup ce genre de matériaux naturels. On aime beaucoup le bois, on a l'escalier, tous les meubles, le parquet un petit peu partout dans la maison. Et ça rappelle le bardage bois de l'extérieur. Alors Virginie, de manière générale, l'ambiance de cette salle de bain parentale vous intéressait? Oui, parce qu'on est dans une pièce qui est enterrée, on est vraiment sous la toiture et de l'autre côté, elle est complètement lumineuse. Grâce entre autres au puits de lumière. Alors voilà, c'est une coupole qui a été placée dans la toiture plate, dans la toiture verte même. On a une lumière vraiment zénithale, mais aussi on a une paroi vitrée qui va amener la lumière de l'extérieur qui traverse le couloir. Et puis enfin, elle arrive dans la salle de bain par ce vitrage qui est transparent en hauteur et puis opalant sur la porte. Le châssis, c'est en acier? Alors oui, c'est une structure en acier, donc ça donne encore un matériau supplémentaire. C'est vraiment très chaleureux, c'est brut et on peut faire avec ça toutes les dimensions qu'on a envie de réaliser, par exemple pour une cloison, une porte ou une séparation entre 2 pièces. Et l'acier, on va le retrouver aussi dans le hall d'entrée avec cet escalier, toute la structure vitrée. Voilà, ça permet de supporter la passerelle vitrée, de mettre en avant les autres matériaux. Par exemple, on a tout ce pont de mur en pierre qui est apparent dans la maison et puis ça va supporter les marches de l'escalier. Et l'acier est un matériau foncé et de nouveau, les couleurs foncées apportent beaucoup de chaleur quand on le marie au bois, au pavé, à la pierre. Alors vous le voyez au niveau de l'aménagement extérieur, il y a eu un gros travail pour créer ces zones végétales mais aussi accueillantes. On va en parler avec le paysagiste juste après ce reportage consacré aux cabanes de jardin qui sont de plus en plus tendance. S'immerger dans la nature, se constituer un jardin secret ou passer un moment convivial, tous les arguments sont bons pour se réfugier dans une cabane et jouer les Robinson Crusoe du XXIe siècle. Le style peut être rustique ou contemporain, la cabane peut être installée sur le sol, dans la cime des arbres, sur pilotis ou même sur l'eau. Tout est vraiment possible avec ces petits lieux de vie de plus en plus prisés. Regarde ça. C'est un peu ce qu'on rêvait quand on était enfant, quoi. C'est la cabane de rêve que tout enfant aimerait avoir, je pense. Ce n'est pas pour l'amour de l'art, mais pour une nuit très originale que Pierre a décidé d'emmener Livia à la Fondation Verbeek, à quelques kilomètres d'Anvers. Et oui, vous ne rêvez pas, cette cabane extraordinaire est bien la reproduction d'un gros intestin humain. C'est le designer hollandais Joep van Lieshout qui a créé cette incroyable structure en polystyrène. Il l'a baptisée Casa Anus. C'est dormir dans une œuvre d'art qui reproduit l'ensemble du système digestif humain, depuis la langue jusqu'à l'estomac, l'ensemble du côlon et l'anus.
Pour cette expérience hors du commun, munissez-vous de 120 € et bien sûr d'une bonne dose de second degré. Mais sachez que certains y ont tout de même passé leur nuit de noces. Pour Livia en tout cas, la surprise a été de taille. J'ai regardé la structure avec des yeux bizarres et non, enfin, ça m'a fait beaucoup rire. Et puis j'avais hâte de voir comment c'était à l'intérieur. L'intérieur est moins, disons, organique que l'extérieur, avec une seule couleur présente, le blanc. On a l'impression d'être dans une petite grotte, donc c'est plutôt agréable. Et puis avec toutes ces fenêtres qui s'ouvrent, enfin, on n'a vraiment pas l'impression d'être dans un anus quand on est dedans. En tout cas, le cadre est très joli. Dans ce joli cadre de 12 hectares qui donne le sourire, on peut aussi trouver le Blob, une cabane en forme d'œuf, tout droit sortie d'un film de science-fiction. On a tout le nécessaire à la ville. Ça veut dire une petite cuisine. On a la salle de bain, derrière la porte pivotante. On a la toilette, petite douche, un lavabo. Et à l'autre côté, on a une niche à coucher. Claustrophobe et pragmatique, s'abstenir. En tout cas, à une époque où le cocooning a la cote, les cabanes, quelle que soit leur forme, leur taille ou leur emplacement, ont de beaux jours devant elles. Brice, quand on parle de l'aménagement extérieur, est-ce qu'on peut dire que vous vous êtes amusé avec le terrain? Il y avait l'objectif de respecter aussi bien l'architecte que le terrain et les demandes du client. Ouais. Et c'est un terrain pas facile au départ. Oui. Créer des zones végétales et minérales, mais créer des univers peut-être assez différents. Il y avait la zone piscine qui était une demande précise du client. Le but, c'est vraiment dans un terrain en pente de créer des plats, donc d'obtenir vraiment des vrais espaces d'utilisation. Le petit jardin de bouille ici qui permet un petit peu de mettre en avant également la structure de la maison. Alors quand on parle de plats, c'est vrai qu'il y a aussi toutes ces toitures qui sont très importantes. Toiture plate, toiture végétale, elles se marient parfaitement à la nature. Le but, c'était d'intégrer vraiment l'architecture dans le terrain et donc d'intégrer de la végétation sur la partie toit. Et c'est ce que l'on a fait avec des toitures végétales. On rappelle en deux mots un peu les avantages aussi et peut-être les inconvénients des toitures végétales. Toiture végétale, ça permet en fait de verdir un espace au niveau de l'étanchéité également, au niveau de l'isolation. Donc c'est l'esthétique spécialement également. Et l'inconvénient? Un petit peu d'entretien et encore très peu. Non, c'est surtout voilà, un coût pour le réaliser, mais pour le reste, peu d'inconvénients à ce niveau-là. On le voit très très bien quand on est au sommet de cette colline d'ailleurs. Tout à fait. Je me demande, Virginie, jusqu'à quel point ils ne sont pas fans de certaines séries quand je vois les objets de cette salle de jeu, tiens. Et moi, je me demande combien de temps ils ont mis pour la ranger de manière aussi nickel. Mais ça, c'était pour les besoins de l'émission, parce que normalement, c'est le bordel. D'ailleurs, on va remettre un tout petit peu de désordre après. Mais avant cela, on va vous parler de ceci, cette communication visuelle vers les pièces de vie. Alors ici, on était dans la chambre des parents avant qu'ils ne créent l'annexe, et c'est vrai qu'on a un contact direct avec la salle à manger, avec le salon, et ce châssis permet quelque part de garder une intimité acoustique. Alors, on a une petite question pour apporter, qui c'est un abonnement au magazine Déco Idée. Vous en avez parlé tout à l'heure, c'était un matériau bien spécifique lorsqu'on a évoqué les châssis de la salle de bain. Était-ce de l'acier, du zinc ou du bois? Pour répondre à cette question, deux possibilités. Soit par téléphone en formant le 0905 56 010, soit par SMS au 60 20, code BRIC suivi du numéro de la réponse, 1, 2 ou 3, de vos noms, prénoms et adresse complète. Un détail bien entendu très important, c'est ce mélange aussi de matériaux entre la pierre qui est locale, qui est d'ici, et puis ce bois exotique. Et puis là, vous découvrez la piscine. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, les piscines sont de mieux en mieux intégrées aux habitations. La preuve en images. Avec le retour de l'été, on a tous envie d'un plongeon. Alors même si le temps ne le permet pas vraiment pour l'instant, les éclaircies ponctuelles invitent tout de même à profiter d'une belle terrasse autour d'un point d'eau. C'est une tendance, les piscines ne sont plus exilées au fond du jardin, comme ici, où le propriétaire entend en profiter au maximum. L'idée, c'était d'avoir une terrasse près de la maison, près de la cuisine, qui se prolonge par une terrasse de même facture autour de la piscine. Et donc de n'avoir qu'un seul ensemble extérieur. On peut même pousser l'intégration un peu plus loin. Cette piscine naturelle côtoie une zone décorative. Ces galets prennent une belle couleur et assurent à la terrasse un côté zen. Alors le désir du client, c'était vraiment d'avoir quelque chose que quand il ouvre ses baies vitrées en été, il puisse vraiment se sentir à l'extérieur, sans transition et que tout soit proche de la maison.
Pour une intégration harmonieuse, quand c'est possible, l'idéal est d'y penser dès la construction de la maison, même si les travaux sont réalisés quelques années plus tard. C'est très important de la prévoir immédiatement, puisque d'une part, ça permet de l'intégration, comme c'est le cas ici, dans l'architecture de la maison, dans l'architecture des espaces paysagers, mais ça permet aussi l'intégration au niveau technique. On peut aussi jouer avec les dénivelés, varier les matériaux, ici c'est du Mortex, ou apporter une touche plus verte pour assurer une belle transition entre la maison et le jardin. Et pour cela, la zone de lagunage d'une piscine naturelle s'y prête bien. Chaque année, ces plantes vont grimper jusqu'à environ 1 mètre de haut. Ce sont ces plantes et les micro-organismes qui vont se développer, qui nettoient naturellement l'eau de la piscine, sans l'ajout d'aucun produit. La zone de filtration va représenter 50% de la zone de nage. On conseille quand même de laisser tourner la filtration aussi l'hiver, et avec ça, on est sûr de ne pas avoir d'odeur, qu'elle ne se colmate jamais, qu'on ne doit pas remplacer les plantes, et on a une très longue durée de vie sur les filtrations. Un système qui a ses avantages, mais qui nécessite un investissement plus important. Pour comparer, si on prend la surface de zone de nage, on est à peu près entre 15 et 20% plus cher qu'une piscine traditionnelle. Mais le coût d'entretien s'en trouve réduit. On n'a plus que le coût d'électricité des pompes, mais qui est le même que dans une piscine traditionnelle. Se pose aussi la question du chauffage, plutôt utile pour profiter de la baignade plus longtemps. Qu'il s'agisse de piscines naturelles ou traditionnelles, la pompe à chaleur gagne du terrain. Elle récupère les calories présentes dans l'air ou dans la terre pour chauffer l'eau. L'idéal, c'est de la combiner avec le chauffage de la maison. Dans ce cas-ci, c'était particulièrement intéressant puisque le maître de l'ouvrage avait choisi la pompe à chaleur pour son chauffage. Il nous a suffi de venir greffer sur l'installation un échangeur complémentaire. Le gros de l'investissement était prévu pour le chauffage et le client peut valoriser encore mieux son investissement en intégrant la piscine dans le concept global du chauffage. 20 mètres carrés de panneaux solaires thermiques et un compteur bi-horaire réduisent encore un peu plus les frais de fonctionnement de la piscine. De quoi profiter d'une eau chauffée plus longtemps en toute quiétude. Paul, il fallait bien entendu faire un petit tour sur cette terrasse avec cette vue magnifique. Je vous rassure tout de suite, il y aura bel et bien un garde-corps un jour. Mais voilà, il fallait profiter de la vue, il fallait profiter de cette zone verte. Oui, c'est vraiment l'essentiel de cette maison, c'est vraiment de prolonger l'intérieur. Et ça permet de profiter de cette vue comme ça à 360 degrés et de voir ce chêne, d'en profiter, il est magnifique. La casquette, c'est un élément important au niveau de l'architecture. Elle n'a pas été simple à mettre en œuvre. Il y a du vent, beaucoup de vent parfois. Porte-à-faux 3,50 m, donc il fallait le faire tenir face à cette vue, qui dit vue dit vent. Donc, et ce châssis également a été stabilisé par cette grande ferme en chêne qui est elle-même ancrée dans un hache en béton pour que ça tienne. Oui. Au niveau des matériaux, on a un beau mélange de matériaux entre le bois et la pierre qui sont quoi, des éléments locaux ou en tout cas des éléments naturels. Ah oui, oui, ici, tout cet intérêt, c'est un talus, c'est rocheux. Donc on a extrait des pierres et on les a utilisées pour monter les murs. Et alors on joue avec les gris. On joue avec les gris, le bois qui grise, le moellon qui est gris, la pierre de taille et les châssis qui sont gris foncé, un camailleux de gris. Ah oui, quand même, hein. Make-up modèle, c'est le titre du bouquin. Rose, fille. Fille, effectivement. Oui, Romane, bien vu. hein. C'est la chambre de Romane. Voilà, on est dans les tons roses, mais aussi dans différents matériaux. De nouveau, ici, on utilise le bois en lambris sur le mur pour donner un côté chaleureux. Alors, il est lasuré très clair, blanc, presque rose pâle d'ailleurs. Ouais. Et on retrouve sur le mur un jeu de couleurs. On a travaillé ici avec simplement des lignes de peinture, de couleurs. Alors, simplement, c'est pas facile à faire, je vous préviens déjà. Mais Robert est là. Donc, vraiment une harmonie générale. De manière générale, c'est vrai que quand on va faire un tour aussi dans la chambre du garçon, on change d'ambiance, mais on va retrouver aussi du mobilier ancien qui a été réactualisé. Voilà, ici dans la maison et partout, il y a énormément de meubles récupérés. Donc ici, on a un vieux lit qui effectivement est un vieux lit de ferme. Parfois, ça traîne au fin fond d'une grange et puis on peut les récupérer pour pas grand-chose. Le mettre en valeur, il a été lasuré. La garde-robe, c'est pareil. Et on sait se refaire comme ça un intérieur tout à fait différent en récupérant pas mal de mobilier. Que j'aime ce son, que j'aime aussi ce lieu. On est ici dans votre cave à vin. C'est une pièce très très importante pour vous et puis pour votre époux. Oui, tout à fait. On avait envie d'avoir un espace pour conserver le vin dans de bonnes conditions. On est ici dans la roche, hein? Oui, oui, on est à l'arrière de la maison. Donc on est vraiment venu encastrer les pièces comme la chaufferie, mais aussi une pièce qui nous tenait à cœur, la cave à vin, parce qu'avec la roche, elle est bien climatisée. Alors on va boire quoi là? Parce que je ne vois pas de verre. Vous savez, ça, je ne vois pas de verre, je suis un peu malheureux. On va aller en chercher un. Et on va faire ça, et pendant cela, on va aussi découvrir le truc de Robert et Sarah. On boit quoi? On boit quoi?
Oh, petit vaquera, j'aime bien ça. Brico vous aide à trouver le truc. Et regardez, j'ai bien protégé mon bois, non? Oui, enfin, on vous a livré une palette et vous avez mis une bâche dessus, quoi. Bon, comme vous êtes, n'empêche, regardez, le bois, il est tout sec, c'est donc super efficace. C'est quand même super moche, hein. Je suis sûr qu'on peut faire mieux. Moche, ma bâche, mais pas du tout. Qu'est-ce qu'elle a? Elle est couleur nature, kaki. Vous avez vu son t-shirt? Dites, au lieu de marmonner, retenez un peu les dimensions. 100 par 120, la taille d'une europalette classique. 100 par 120, c'est noté. Et 210, la hauteur. On commence par quoi? On commence par la structure, en chevron. Bon, ça va être le montant du haut, découpé en biseau. Exactement. C'est quoi comme bois? C'est un bois pour l'extérieur? Oui, il a été autoclavé. Autoclavé. Oui, passé en four à basse température et puis après traité pour l'extérieur, donc il va bien résister. Allez, c'est parti pour la découpe d'un des 4 pieds. Il n'y a pas des machines pour faire ça? Ah si, ça s'appelle une scie circulaire, mais ce serait moins drôle. Surtout pour vous. Oui. Un, ça me suffira. C'est mal au bras, hein? Vous avez entendu? C'est une scie circulaire, ça, non? Non. Ah, il y a comme de la triche dans l'air. Bon, on y va? Donc on assemble 2 grands rectangles, en fait. C'est ça, exactement. Sympa comme cadre pour travailler, non? Bon, la Joconde, on peut continuer? La Joconde, elle n'était pas un peu coincée, elle? Heureusement que l'écart de mes bras fait 1m20. En effet, c'était calculé, hein. Mais qu'est-ce que vous faites, là? Je suis en train de doubler la planche pour faire une pente de toiture. Et vous, qu'est-ce que vous faites? Un petit peu d'exercice. Ah oui, je vois. Là, on pose la toiture. Ça, c'est un panneau de multiplex marin. Ça résiste très très bien à l'humidité. Allez, encore un peu d'exercice. On bascule la structure sur le flanc. Voilà. Un petit mesurage pour déterminer la longueur des planches. Ah oui, on l'a laté avec des planches horizontales, en Précisément, oui. Si circulaire, hein, vous êtes d'accord? Et on la fixe comment? On va les clouer, tout simplement. Tout simplement? C'est quoi votre machine? C'est une cloueuse pneumatique. Mais j'ai pas ça chez moi. Vous pouvez la louer, hein, sans problème. C'est pas des clous, en fait. Non, c'est une agrafe, mais ça marcherait tout aussi bien avec des clous, hein. En tout cas, c'est cool. 3e. Voilà. Et cette planche-ci, elle vous sert de gabarit. Voilà, c'est ça. Elle crée un espace entre les lattes, ce qui permet de bien ventiler et en plus, ce sera vachement plus joli. La recharge. C'est un peu répétitif, hein? Vous voulez un bon vieux marteau? Non, ça va. En plus, c'est très chouette. Maintenant qu'on a terminé les côtés, on va habiller la face avant pour masquer les tranches des planches. Le dernier montant. Mais cette latte-là, elle va me gêner quand on va me livrer la prochaine palette de bois. Ah non, parce que c'est pas la palette qui va entrer dans l'abri, c'est l'abri qui va se déplacer au-dessus de la palette grâce à une petite roulette. Ah, ça, c'est un bon truc de Robert. Encore un petit détail, c'est pour faire joli? Non, c'est pour trianguler. C'est pour pas que la structure fasse comme ça, vous voyez? Qu'elle bouge, quoi. Voilà, c'est ça. Il a beaucoup travaillé. C'est bientôt fini parce que j'ai l'impression que l'orage arrive. Oui. Eh bien, ça tombe bien parce qu'il nous reste qu'à faire l'étanchéité de la toiture. Allez, on le relève? Vous voulez un coup de main, peut-être? Oui, ce serait sympa. 1, 2 et 3. Excellent. Ah, c'est ça l'étanchéité? Oui, c'est un EPDM exprès pour la toiture. Un petit primaire d'accrochage et puis on colle la membrane. C'est comme un parapluie, mais en plus gros, hein? Waouh, franchement, je suis bluffée. Hein. C'est très pratique et c'est beau. Et en plus, ça va durer longtemps. Allez, à la semaine prochaine. Pour d'autres trucs. Ben voilà le moment que j'attendais depuis tout à l'heure. Une petite dégustation de ce Côte du Rhône. Merci en tout cas de nous avoir accueillis chez vous et puis pour ce petit coup. On se retrouvera la semaine prochaine. On sera dans un tout autre environnement. D'ici là, surtout, portez-vous bien et n'hésitez pas à embellir vos maisons. À très bientôt. Au revoir. Oh, un autre beau bruit. J'aime bien ça. Allez,